Mais t'es sûr qu'on est au bon endroit? Malheureusement. Mais ça a aucun sens. Igor a été infecté par un virus informatique qui viendrait d'ici. Pas exactement d'ici. Mais cet endroit y est lié, et si on veut l'expliquer, c'est par là qu'on va devoir commencer. Ça m'a pas l'air plus logique. T'inquiète, ça viendra. Quoi qu'il en soit, aiguisez vos lames et enfourchez vos dragons. Aujourd'hui, on s'attaque à Drakengard. Bonsoir à tous et bienvenue à bord de l'Universalis. Et pour cette nouvelle chronique vidéoludique, j'ai décidé de m'attaquer à un gros morceau, à une licence culte. Maintenant, de là à dire que ce sera un voyage plaisant, d'un point de vue moral comme ludique, ça reste à prouver. On va donc commencer par le commencement. C'est quoi Drakengard? Et je tiens à spécifier que, en plus de mes sources habituelles de renseignements, j'ai principalement pioché en l'ouvrage L'œuvre étrange de Taro Yoko par Nicolas Turcev, publié chez Sœur d'édition. Alors je précise que si je me suis beaucoup intéressé à la première partie sur la création, j'ai totalement ignoré celle de l'analyse. Parce que l'objectif des chroniques, c'est pas de copier-coller les réflexions des autres, mais de développer les miennes. Comme souvent avec une licence qui résonne à travers le monde, on a régulièrement une figure de proue. Un visage que l'on va associer à la saga, pour le pire comme le meilleur. Et ce visage, si on peut dire, c'est celui de Taro Yoko. Taro Yoko est un individu excentrique, connu pour ne se présenter aux interviews que masqué et apporter des réponses décalées, voire carrément trollesques aux questions qu'on lui pose. Mais ce serait injuste de le considérer comme l'unique responsable de la saga. Il faut prendre en compte Takamasa Shiba, producteur chez Enix, ainsi que Takuya Iwasaki, développeur chez Namco, et notamment en charge de Ace Combat 3 Electrosphere. En 1999, au cours d'une discussion dans un bar, voilà qu'Iwasaki expose son idée de recréer le même système de gameplay aérien, mais cette fois aux commandes d'un dragon. Alors Shiba, le projet l'intéresse, mais pas de bol, Enix n'a pas de studio de développement de dispo pour le moment. Qu'à cela ne tienne, Iwasaki démissionne de chez Namco et fonde son propre studio en mars 2000, Cavia. Ouais, il y croyait à son projet. C'est à cette époque que débarque notre cher Taro Yoko, embauché par Cavia en 2001 pour en devenir le directeur artistique. À cette période, le jeu porte le nom de code Project Dragonsphere. Yoko est en charge du scénario avec Sawako Natori, et tout semble aller pour le mieux. Sauf que Shiba, fasciné par le succès de Dynasty Warriors 2, va faire pression pour implanter des séquences de beat'em all similaires dans Drakengard. Une manière pour lui d'innover, en faisant du soft un RPG, un simulateur de vol, et un jeu d'action. Je vous laisse deviner la gueule qu'ont tiré Yoko et les développeurs. Bah pourquoi ça? Déjà parce que Cavia est un petit studio d'à peine une centaine de personnes. Ensuite, imagine que tu doives passer un examen, pondre une dissertation en 4 heures. Galère mais réalisable. Sauf que 2 heures avant la fin, le prof vous balance « Ah au fait, j'ajoute une contrainte, toutes les phrases de vos dissertes devront rimer !» Ah, Quand tu dis à un studio déjà pas habitué aux grosses productions de pratiquement tout recommencer depuis le début, parce que les premières ébauches étaient absolument pas taillées pour ce type de gameplay, faut s'attendre à des complications. Histoire d'atténuer un peu l'impact, et vu la quantité faramineuse de mémoire nécessaire pour avoir un jeu fluide et une distance d'affichage correcte, Yoko tentera de convaincre Enix de faire tenir le soft sur 2 disques. Bon bah la réponse vous la connaissez déjà hein. I'm a fire in my laser! Conséquence, pas mal d'éléments ne pourront pas être implantés. Pire encore, les versions japonaises souffrent en prime d'une caméra resserrée et peu maniable, ainsi que de bugs particulièrement dégueulasses. Des problèmes qui seront majoritairement rectifiés dans les adaptations occidentales. Donc autant vous dire qu'à sa sortie en 2004 sur PlayStation 2, Drakengard c'est un brin fait démonter par tout le monde. D'autant qu'il arrivait la même année que Half-Life 2, GTA San Andreas, Far Cry, Halo 2, Silent Hill 4 et Sly 2. Ça ne l'empêchera pas en moins d'1 an de s'écouler à plus d'une centaine de milliers d'exemplaires en Occident. Et aujourd'hui, on peut considérer que Cavia a réussi à vendre plus de 350 000 copies du soft. Au passage, le jeu aura pour nom Dragon Dragoon. Mais pour des raisons d'adaptation, le titre sera modifié pour sa version occidentale, devenant Drakengard. Et c'est probablement une des seules fois où je serais ravi d'un tel changement. Dragon Dragoon a une sonorité beaucoup trop douce pour un univers censé être sombre et glauque, là où la dureté de Drakengard laisse parfaitement entendre une ambiance bien moins agréable. Vous l'avez compris, nous sommes dans un univers de fantasy médiévale, et aucune date n'est officiellement donnée dans le soft. Alors je triche un peu pour la partie contexte, mais je dois préciser une chose pour ceux qui ne connaîtraient pas la chaîne. Les chroniques vidéoludiques sont une étude réalisée à partir des jeux vidéo. Et uniquement des jeux vidéo!
je m'efforce de me limiter aux infos contenues dans les softs. Si vous espérez que j'aborde le cas de l'univers étendu, il vous faudra attendre l'épisode de conclusion. La partie contexte étant la seule où j'autorise ces digressions, histoire d'avoir un repère temporel. Nous déambulerons donc en l'an 1099, où nous incarnerons le prince Kaim, qui s'associera avec un dragon rouge. Alors avant tout, je tiens à préciser une chose. La saga que j'analyse étant particulièrement connue pour la qualité de ses musiques, je me doute que certains vont poser la question. Vous en êtes sûrement déjà rendu compte si vous suivez les chroniques vidéoludiques, je n'aborde jamais le point de vue musical. Pour la bonne et simple raison que ma culture dans le domaine se résume à réciter les notes dans l'ordre, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, et que je ne pige pas un broc, même aux explications les plus simples. Pour l'exemple, l'accompagnement sonore de Drakengard est décrit comme des musiques classiques qui ont été tordues et déformées pour donner une impression de sacrilège et de tabou. Moi, à part dire que c'est une cacophonie dégueulasse et répétitive qui me poussait à régulièrement couper le son pour pas l'écouter, je vais avoir du mal à développer. Donc si vous espérez une étude sur la symphonie de la saga, vous êtes pas au bon endroit. Bref, que dire du jeu? Eh bien que malheureusement, les critiques sont justifiées. Si niveau graphisme, des efforts sont à saluer lors des prouesses aériennes, et même des cinématiques en CGI, de plutôt bonne qualité pour l'époque, il y a en revanche beaucoup à dire sur les niveaux terrestres. On sent que l'équipe a fait son possible pour drastiquement réduire la puissance réclamée à la console. Les groupes d'ennemis ne se mélangent pas, vous n'en affronterez jamais plus de quelques-uns à la fois, on baigne en permanence dans un brouillard artificiel, et les textures sont assez pauvres. Au point que certaines cinématiques, t'as vraiment du mal à déterminer quelle émotion tel personnage est censé ressentir. Est-ce que j'ai pensé à bien fermer le gaz? Par ailleurs, si on bénéficie de vastes niveaux où l'on peut se déplacer à loisir, il faut admettre que... c'est vachement vide quoi. À tel point que oui, les mecs ont pu coder des ennemis, beaucoup même, mais pas le moindre allié. Du coup, quand t'entends le scénario te hurler que tu as des potes pour t'aider, c'est un mensonge, vu qu'il n'y a pas les moyens techniques pour les faire apparaître. Conséquence, t'es tout seul. Sauf que le jeu dont Drakengard s'inspire, Dynasty Warriors 2, sorti en 2000, même lui, il vous fournissait des camarades sur le champ de bataille. Ok, il servait à rien, mais au moins, ça donnait l'impression de ne pas être complètement abandonné. Quant à l'intelligence artificielle, oula oui, elle est artificielle. Mais ici, on s'intéresse à la version occidentale du soft, qui a eu droit à un retravail par rapport à la copie japonaise. De toute ma session d'enregistrement, mis à part les problèmes que je vous cite, je n'ai pas eu à subir de soucis techniques. Pas un seul crash et aucun bug. On peut cependant tiquer sur certains dialogues, qui ont parfois l'air de sortir au milieu de la mission sans vraiment chercher à suivre. Ou alors, la réplique n'est pas amenée par le bon personnage. Mais un point qui m'a particulièrement énervé, ce sera complètement lambda pour la plupart des gens, mais bon. En tant qu'auteur, une des premières choses que mes correctrices m'ont fait comprendre, c'est que quand tu écris des chiffres, à moins que ce soit dans des cas précis comme pour dire l'heure ou autre, tu les rédiges en toutes lettres. Ce qui n'arrive presque jamais dans le jeu. Très souvent, ils sont sous forme de chiffres arabes. Et désolé mais ça fait vraiment pas sérieux. Enfin bref, après ce tour de l'aspect technique, penchons-nous sur le gameplay. Tu t'occupes pas du doublage français d'habitude? D'ordinaire oui, mais là, la saga n'a jamais fait montre du moindre intérêt pour un doublage dans la langue de Molière. Le mieux que nous ayons étant une voxographie anglophone avec sous-titres en français. Du coup, c'est un chapitre sur lequel on va faire l'impasse pour toute la chronique. Alors, que dire du gameplay de Drakengard? Eh bien que ce sera une analyse en plusieurs étapes. Commençons déjà par la partie au sol. Vous pouvez vous déplacer dans toutes les directions et affronter plusieurs groupes d'adversaires. Et si vous avancez sans vous arrêter assez longtemps, votre perso se mettra à sprinter, lui permettant de conclure par une redoutable attaque en avant. Dommage qu'à ce moment, la caméra devienne aussi sensible. Je ne compte plus le nombre de fois où mon offensive a connement dévié de sa trajectoire pour avoir effleuré le joystick. En dehors de ça, le système de baston est calqué sur celui des mousseaux. Kaim est seul face à une légion d'adversaires, mais c'est pas grave vu que vous êtes littéralement un demi-dieu qui peut massacrer de la piétaille en masse. Si jamais vous avez vu des films comme Hero, c'est un peu le même délire. Tenez, petit exemple sur cette map, le point bleu c'est vous, les rouges c'est vos ennemis. Bon courage. Alors, vous pouvez faire des roulades d'esquive, mais franchement si ça sert à quelque chose, j'en ai jamais compris l'utilité. Et vous pouvez parer, ce qui là est plus que pertinent, parce qu'avec votre arme, vous pouvez autant bloquer des attaques physiques que magiques. Pour ce qui est de la caméra, elle se mettra automatiquement dans le dos de votre personnage, sitôt qu'il arrêtera de bouger. J'ai bien eu quelques moments problématiques avec, mais rien de vraiment handicapant.
Ah, en fait, je vous ai pas présenté le HUD. En haut à gauche, vous avez l'indicateur d'armes. En bas, vous trouvez là votre jauge de mana et en dessous, votre barre de santé. À droite, vous avez le compteur de victimes, classique dans un mousseau, et ici, une minimap. Bref, le point fort de Kame, c'est la baston. Et il est possible d'user d'une onde de choc qui diffère en fonction de l'équipement que vous arborez. Et on va aborder un élément problématique, le gameplay est répétitif. Grosso modo, le bouton carré sert à lancer des attaques simples, et au cours de votre enchaînement, vous allez voir votre lame briller. C'est à ce moment qu'il faudra presser la touche triangle, permettant de déclencher une impulsion pour libérer un peu de place dans la zone. Plus votre combo est important, plus l'onde de choc sera puissante. Bien évidemment, si vous arrêtez de cogner ou si vous prenez un pain dans la gueule, vous devrez redémarrer votre séquence du début. Ça pourrait sembler amusant, mais en vrai, c'est vite chiant. À force, vous en arrivez juste à compter vos coups, histoire de déblayer le terrain et respirer un peu. Et pourquoi faut pas se planter ? Parce que le bouton triangle est aussi celui qui gère votre magie. Donc si vous n'appuyez pas au bon moment, vous allez lancer un sort au lieu d'utiliser l'onde de choc. Et croyez-moi, face à certains ennemis, ça pardonne pas. Bah pourquoi? La magie fait aucun dégât? Pas exactement. Déjà, votre sorcellerie varie en fonction de l'arme équipée. De fait, certaines vous permettent de jeter des boules de feu, de soulever des monticules de terre ou de devenir invisible. Et une fois vide, votre jauge remonte à mesure que vous tatanez vos adversaires. Donc plutôt équilibré comme système. Sauf que parmi les ennemis, vous allez très rapidement faire la rencontre de Gugus en rouge. Alors pour ce que j'en ai constaté, ils ne sont pas plus forts ou endurants que leurs homologues classiques, la seule différence c'est que eux, ils résistent à la magie. Ça ne veut pas dire que vos sorts seront inefficaces contre eux, juste que ça occasionnera un contre de même ampleur dans votre tronche. Et laissez-moi vous dire que cette nuance est particulièrement pénible. Heureusement, l'onde de choc ne compte pas comme de la sorcellerie, du coup vous comprenez à quel point il est crispant de faire une mauvaise manip face à eux. Arrive ensuite la composante RPG. Plus vous éliminez d'ennemis, plus votre personnage engrange de l'XP. Une fois qu'il en a obtenu suffisamment, il gagne plus de santé. Et plus de puissance aussi. Non, juste de la santé. Et c'est là que débarque le point chiant, les armes. Chaque lame inflige une quantité de dommages donnée. Vous pouvez être un expert du jeu, être niveau 4869, si on vous refile une épée basique de level 1, vous ne ferez que des dégâts de merde. Et c'est là que ça se gâte, vu que les armes peuvent elles aussi s'améliorer. Chacune possède 4 niveaux. Plus elles gagnent de rang, plus elles seront efficaces, avec un plus grand nombre de coups dans l'enchaînement. Perso, dans un univers de fantasy, l'idée qu'une arme puisse progresser ne me dérange pas. C'est surtout pénible de devoir constamment trouver mieux, avec un système de combo et d'ondes de choc qui vous conviennent. Mais ce n'est que mon avis. Le problème, c'est la manière dont évoluent les armes, avec les meurtres. Par exemple, prenons le glaive de Kame. Pour passer du niveau 1 au 2, il faut 200 victimes, 300 pour aller du 2 au 3, et 600 du 3 au 4. Sauf que, n'espérez pas enchaîner les 1100 ennemis nécessaires d'un coup, parce que ça ne marchera pas. Une fois que vous aurez accumulé assez de tueries pour une évolution, les massacres supplémentaires commis au cours du même niveau ne seront pas pris en compte. Et pareil, n'allez surtout pas vous dire « c'est bon, j'ai buté 200 types, je peux quitter la mission ». Non, surtout pas malheureux. Pour que votre arme passe au level supérieur, il faut accomplir votre quota de meurtre et finir intégralement la mission. Sinon, vous aurez dépensé 1 heure à décaniller du mob pour que dalle. Oui, j'étais super heureux quand je m'en suis rendu compte. J'aurais aussi un reproche à faire au sujet de la santé. En gros, le seul moyen de regagner de la vie, c'est grâce à ces petits orbes verts. Par quel miracle apparaissent-ils? Excellente question. Si certains peuvent être trouvés dans les coffres, ils surgissent surtout pendant les combats au corps à corps. Il y aurait semble-t-il un lien avec le nombre de coups distribués, mais il faut vraiment le savoir pour le voir, et même là, à moins de tenir les comptes de toutes vos attaques, perso, j'ai pas vu le lien. Ce qui est chiant, c'est que ce système m'a paru pas mal aléatoire. Vous pouvez en avoir quasi 5 à la suite, ou à l'inverse crever de faim pendant quasiment tout un niveau. Ce qui est d'autant plus pénible que si jamais vous passez l'arme à gauche, eh ben vous allez recommencer tout le level depuis le début. Pardon? Ça fait plus d'1 heure que t'es dessus? J'ai pas bien compris en quoi c'était mon problème. D'ailleurs, en parlant de niveau, c'est ainsi qu'est découpé l'ensemble du jeu. Chaque verset vous donne accès à une carte, avec un certain nombre d'objectifs. Vous pouvez à votre guise jeter un œil à la map, et vous rendre compte que chaque mission est chronométrée. Bon, sauf très rares exceptions, le monstre sera pas difficile à battre. Pour finir, sachez que Kame ne sera pas seul. Au fil de l'histoire, différents personnages viendront se greffer à son groupe. Ses compagnons, vous pouvez les invoquer pour qu'ils vous servent de remplaçants. Pendant un temps limité, ils auront pour tâche de prendre les coups à votre place. Alors, au début, je trouvais ça sympa sans plus, parce que oui, ils sont forts. Sans plus, leur magie est cool et ne peut pas être renvoyée par les ennemis rouges, mais sans plus. Bon, déjà niveau logique, ça pose quelques questions gênantes, mais c'est pas le pire. Au cours du jeu, il y a une mission qui vous demande de buter pas moins de 264 gobelins rouges, encerclés de sorciers vous spammant à distance. Le tout dans un temps très limité. J'ai failli balancer la manette par la fenêtre.
et la console avec. J'ai donc jeté un œil à une solution sur le net où on conseillait d'utiliser les pouvoirs d'Arioche et Léonard, ce qui pour moi ne servait à rien vu la faiblesse de ces dernières. Jusqu'à ce que je tombe sur un let's play où Arioche défonçait tout. En fait, quand vous invoquez vos compagnons, leur magie est plus puissante si vous gardez le bouton appuyé. Ça fait plus de 15 ans que j'ai le jeu, c'est la première fois que j'apprends qu'on peut faire ça. Et j'ai checké, c'est marqué nulle part, ni dans le manuel, ni dans les options des commandes. Sauf que c'est doublement con. Les alliés de Kem peuvent utiliser leur sort à l'infini tant qu'ils sont à l'écran. Donc pourquoi leur donner une attaque faible? Sans parler du fait que ça relativise vachement la puissance du héros et de son dragon. Tiens! Bah maintenant qu'on en parle et qu'on a fait le tour de la partie terrestre, intéressons-nous au gameplay du second personnage de cette histoire. L'essentiel du gameplay draconique se jouera dans les niveaux aériens. Non seulement la liberté de mouvement est quasi totale, avec une assez grande distance d'affichage, les animations sont fluides, la bête est vivace, et pour le coup, l'esquive offre une vraie sensation d'utilité. En plus de ça, vous bénéficiez d'un dash en avant, qui est sympa mais aurait mérité un peu plus d'effet. Vous avez ensuite plusieurs sortes d'attaques. La principale, c'est de cracher une boule de feu en ligne droite. Ouais, bon, pas giga intéressant. Alors, il y a bien un système pour faire face à l'ennemi, sauf que dans ce cas-là, le dragon lève la queue et bouche en partie la vue. Et même là, tu vises pas droit. Donc très clairement, c'est une mécanique de gameplay dont j'ai pas pigé la logique. Il est largement plus plaisant d'utiliser le dispositif de lock. Ainsi, votre monture pourra cracher des flammes à tête chercheuse. Mais le must, c'est la magie draconique. Contre une barre de mana pleine, c'est un véritable feu d'artifice qui cible tout ce qu'il y a autour de vous. Et nom de diable ce que ça fait du bien. Oh, je vais pas vous mentir, même si on peut les accuser d'être un brin répétitif, ce sont les niveaux les plus fun du soft. Du coup, nous allons pouvoir nous intéresser au troisième type de gameplay, qui lui a décidé de mixer les deux. De temps à autre, Kem peut faire appel au dragon afin d'effectuer des passages en rase-motte. Cela lui permet de naviguer au-dessus des ennemis, de leur cracher des boules de feu à la gueule, et parfois d'user une attaque spéciale pour faire encore plus mal. Et c'est là que s'ajoute un problème. Votre système de visée ne change pas, et votre monture ne peut donc pas cibler tout ce qui se trouve en dehors de cette zone. Comme si ça suffisait pas, vous allez aussi devoir compenser avec ces virages très larges, vous condamnant à vous éloigner de votre objectif, faire demi-tour, pour ensuite revenir à la charge en espérant ne pas le louper. Bah tu pouvais pas mieux négocier ton attaque? Tu as oublié un détail mon bon Yegor. Dans les niveaux terrestres, la distance d'affichage est au mieux passable, et les adversaires ne sont visibles qu'une fois suffisamment proches. Sauf qu'à ce moment, c'est un peu tard pour les toucher si vous n'êtes pas déjà correctement orienté. Comme si c'était pas assez, on va mixer avec d'autres problèmes. Je vais pas trop parler des mages et des arbalétriers, parce que bon, ils vous spamment à distance, mais c'est tout. Sauf que votre dragon, il est très sensible. Littéralement, s'il se mange 2 carreaux dans la poire, votre héros est par terre. Un coup de bol que les ennemis n'aient jamais eu l'idée d'utiliser des arbalètes dans les niveaux aériens. Mais je m'égare. Eh bien, ajoutons à ce petit tableau un élément encore plus frustrant. Vous vous souvenez des ennemis rouges? Non, tu vas pas me dire que... Eh si. Si votre dragon leur crache des flammes, ça vous relance aussitôt un effet magique dans la gueule, qui très vite renvoie votre protagoniste à terre. Et t'as des moments, t'en viens à te demander si les développeurs voulaient pas juste t'interdire ta monture dans certaines zones, en mixant des soldats rouges et des arbalétriers, histoire de bien te farcir tout le niveau à l'épée et combattre des centaines d'adversaires qui prennent beaucoup trop de coups avant de crever. Bah quoi? C'est pas parce qu'on va faire un soft où vous pouvez chevaucher un dragon et utiliser sa surpuissance qu'on va vous laisser faire. Après tout, qui vous a dit qu'un jeu vidéo devait être amusant? Plus encore, l'évolution roleplay touche également la bête. Et bordel ce que c'est lent! Alors apparemment, plus le lézard gagne d'XP, plus sa force augmente. Perso, j'ai pas trouvé ça très vrai. Au contraire, à certains moments, j'avais l'impression que le dragon galérait de plus en plus à one-shot de simples mobs. Pire encore, sa véritable amélioration ne se produit qu'à certains moments clés du scénario. Ce qui est parfois complètement débile. Tenez, si vous affrontez le dragon noir à la fin du chapitre 7, et que vous mettez plus de 4 minutes 30, comme 99% des joueurs, votre monture évoluera au niveau 3, et vous passerez au chapitre 8. En revanche, si vous le battez en moins de 4 minutes 30, vous débloquerez alors le chapitre 9, mais votre dragon restera bloqué au level 2, ce qui vous contraindra à affronter un nouveau boss, plus redoutable que le précédent, mais en chevauchant un reptile, moins efficace. Génial!
Attends, je suis paumé là. T'es sûr que tu t'es pas planté avec les différents chapitres? Certain, et c'est d'ailleurs un autre point à aborder, l'ensemble de l'histoire est organisé en chapitres et en versets. Et laissez-moi vous dire que c'est un bordel sans nom. J'ai rarement vu un méli-mélo scénaristique pareil. Enfin bref, pour Drakengard, les développeurs ont choisi de s'inspirer de la version japonaise de Ace Combat 3. En gros, 6 fins étaient prévues pour le soft, et certaines n'étaient accessibles qu'en fonction des performances du joueur. D'où l'exemple que je vous ai tiré tout à l'heure. Battre un boss en un certain temps, ou tout simplement accomplir des niveaux supplémentaires qui débloqueront des quêtes annexes. Bon, ça va, c'est tout de même sympa ce système. D'offrir un tas d'éléments pour continuer l'expérience, pour t'inciter à être meilleur, c'est pas comme certains titres du style d'Arkham Knight qui vous demandent de trouver toutes les saloperies collectibles disséminées dans le jeu pour avoir droit à la véritable fin et... Putain de merde! Évidemment qu'on pouvait pas faire un truc simple pour une fois! Bah quoi, c'est juste récupérer des armes. C'est pas très compliqué. Si? Pour dégoter toutes les armes, vous êtes obligé de mater la solution. Il y a tellement de conditions différentes et souvent complètement contre-intuitives que c'est juste impossible de tout trouver sans. Mais pas une méthode de vrai gamer, enfin. Ta gueule! Si tu veux perdre des mois entiers à tester toutes les combinaisons imaginables, grand bien t'en face! Moi, j'ai autre chose à foutre de mon temps! Évidemment, vous vous souvenez de la contrepartie chiante pour augmenter le niveau de votre équipement? C'est pareil ici! Pour que le jeu considère que vous avez obtenu une nouvelle arme, il faut finir le level! Dans certains cas, dans une difficulté supérieure et plusieurs fois de suite. Le tout pour récupérer un artefact dont vous n'avez rien à branler, mais dont vous avez obligatoirement besoin pour décrocher la dernière fin. Dans la famille, j'augmente la durée de vie artificiellement. Vous me croyez pas? Un des défis pour dégoter une arme, ça va être juste d'attendre. Oui, vous attendez pendant une demi-heure que le coffre décide d'apparaître. Ah mais la blague sur la durée de vie, c'était pas une vanne, c'était la vérité. Malgré tout, le soft comporte quelques tentatives de varier le gameplay. Par exemple, les séquences en 3D isométriques, qui rappellent les hack and slash à la Diablo, ou même certains moments précis de mission, comme cette fois où vous devez affronter des ennemis qui ne vous attaquent pas si vous restez immobile. Ouais, sauf que le but c'est quand même de massacrer tout ce qui passe à portée de lame, donc c'est un peu une subtilité qui sert à rien. Mais au moins, il y a des efforts de fait, et ça, c'est déjà une bonne chose. Bon, on va être franc. Drakengard n'est pas un mauvais jeu, mais il a beaucoup d'imperfections, notamment au niveau terrestre et de sa composante de recherche d'armes. Le pire étant son insupportable répétitivité. Au bout de quelques heures, on en finit avec des crampes dans les doigts et une perte d'intérêt dans la tête. Oui, les stages aériens relèvent clairement le niveau, et on sent que quelques idées ont du potentiel. Mais c'est juste ça, du potentiel. Et je trouve ça vraiment dommage, car Drakengard, c'est un titre qui m'a marqué. Il fait partie de mes premiers jeux vidéo sur console, et quand je me contente d'observer le gameplay, bah en fait je réalise qu'il était pas si amusant que ça. C'est pour ça que je vais pas lui donner une meilleure note que 12 sur 20. Et la majorité des points gagnés, c'est grâce au niveau aérien. Peut-être que ce qu'il y avait de si intéressant dans le jeu, c'était pas sa jouabilité, c'était peut-être plutôt son univers. Et bah ça tombe bien parce que maintenant, c'est ce qu'on va analyser. De fait, je vous donne rendez-vous pour l'analyse du scénario de Drakengard. Comme d'habitude, cette vidéo sera riche en spoilers, donc si vous ne voulez pas de révélations malvenues, on se reverra au prochain épisode qui sera dédié à Drakengard 2. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et à bientôt à bord de l'Universalis.